Bonjour et bienvenue dans le SAV des CSE, l'émission où on parle des problématiques des CSE. Aujourd'hui, on va parler de l'ergonomie. Comment est-ce que l'ergonomie a un rôle particulier dans la santé, sécurité et conditions de travail? Et pour ce faire, on a une incroyable invitée, Mathilde, bonjour. Bonjour, bonjour Alexis, ravie de rejoindre ton podcast. Eh bien, on est très content de t'avoir aussi. On ne va pas faire de théâtre d'improvisation aujourd'hui, mais on va faire un podcast sur le monde du travail. Je suis convaincu que ça sera également très intéressant. Mathilde, est-ce que tu veux nous parler un petit peu de toi, nous expliquer qui tu es et un petit peu ton parcours jusqu'à arriver aujourd'hui à ce podcast incroyable? Oui, bien sûr. Alors, donc je m'appelle Mathilde Martins. Je suis issue à la base d'un parcours dans les RH, une formation dans les RH. Donc, j'ai fait une école de commerce, j'ai commencé, rentrer dans l'entreprise par la voie des RH. Et puis, très rapidement, je me suis heurtée à certaines réalités du monde du travail en tant qu'RH, parce qu'on est quand même au cœur de problématiques, des problématiques d'entreprise. C'est une position assez stratégique, hein, les RH. Et donc, j'ai vu passer beaucoup d'inaptitudes, de restrictions. J'étais en charge aussi du maintien dans l'emploi et de l'emploi des personnes en situation de handicap. Et donc, j'ai vu un certain nombre de personnes, on va dire, abîmées par le travail, tant sur le plan physique que cognitif, que émotionnel. Et j'ai vraiment eu envie de mettre en place des choses, de pouvoir améliorer la situation pour éviter qu'on en arrive là, justement, à ces niveaux de souffrance, sachant que le travail, c'est quand même aussi vecteur de santé et de développement. Et euh, j'avais envie d'œuvrer du coup en ce sens-là. Et donc en tant qu'RH, j'étais un petit peu démunie au niveau de ce que je pouvais faire. J'avais l'impression de faire les choses un peu en surface. Voilà. Et puis un jour, en épluchant des CV, j'ai trouvé un CV d'une ergonome, alors que je devais recruter dans l'aéronautique, pour un client dans l'aéronautique en Allemagne. Je devais recruter une ergonome et je me suis dit, mais un ergonome pour réaménager toute une chaîne d'assemblage. Et je me suis dit, mais c'est quoi ce métier? C'est incroyable. Donc j'ai épluché les CV, j'ai vu des parcours extraordinaires. Et en penchant sur la mission, je me suis dit que c'était vraiment un métier pour moi. Sauf que je l'ai mis dans un coin de ma tête. Et puis j'ai un peu oublié. J'ai continué mon petit bonhomme de chemin jusqu'à un point, on va dire, de rupture où là, j'étais consultante dans l'informatique RH. Et puis plus ça allait, plus j'allais du côté très technique, on va dire, du conseil dans les systèmes d'information et moins du côté qui me faisait vibrer, quoi. Euh, et là, à ce moment-là, je me suis dit, bon, écoute Mathilde, c'est le moment de changer de voie. Donc j'ai repris des études et je suis devenue ergonome. Donc j'ai commencé à être ergonome, j'ai été ergonome en entreprise, en interne, dans l'industrie de la défense, et puis en service de santé et de prévention interentreprise, jusqu'à ce que j'emménage à Compiègne il n'y a pas très longtemps, donc l'année dernière, et que je crée ma société Humain et Travail. Et on s'est rencontrés, du coup, à des occasions diverses et variées. Et puis on est à ce podcast-là aujourd'hui, donc ravie d'être avec toi, Alexis. Eh ben, je t'en prie, merci beaucoup. Alors du coup, parcours extrêmement intéressant et peut-être inhabituel, mais d'après ce que tu m'as dit, j'ai l'impression que les ergonomes ont l'habitude d'avoir des parcours inhabituels. Euh, C'est vrai, ouais. c'est quoi les études pour devenir ergonome? Bah, en fait, c'est vrai, tu as raison. Beaucoup d'ergonomes, enfin, on se dit rarement post-bac, je dis j'ai envie d'être ergonome. Déjà parce que c'est un métier qu'on connaît très peu. Et puis, je pense aussi que c'est des voies dans lesquelles on s'oriente souvent par après avoir fait un premier constat dans l'entreprise. Mhm. Alors, les études, en fait, on peut venir de parcours très différents. Il y en a qui ont fait psychologie du travail juste avant.
d'autres qui sont issus de parcours STAPS, d'autres qui sont issus de parcours en management comme c'est mon cas. C'est un peu plus rare, mais c'est mon cas, enfin, c'est possible. En fait, à partir du moment où on a aussi un bac+3, on peut aller en master ergonomie. Donc moi, j'ai fait le master ergonomie du CNAM, qui est, assez, connu dans la profession. Mais il y a d'autres masters, universités à Paris, à Lille aussi, qui est assez connu. OK, bah, merci beaucoup. Tu as utilisé une expression qui m'a un petit peu marqué, c'est quand tu as vu que les salariés étaient abîmés, que tu as eu envie de faire quelque chose pour, éviter ça et en Ouais, lien avec ton métier, qu'on ne connaît pas trop en fait au final parce qu'on quand on parle de l'ergonomie, on pense à ce genre de petits appareils, ergonomiques, ouais, mais c'est ça. c'est peut-être un peu réducteur donc c'est quoi un ergonome? Ou pour être plus précis, comment tu ferais pour expliquer ton métier à ton petit neveu de 4 ans, à quelqu'un qui connaît pas du tout le monde du travail et qui entend un mot avec plein de syllabes et qui se demande ce que ça veut dire? Ouais. Oh, ça, c'est une super question que tu me poses parce que je pense que beaucoup d'ergonomes se la posent. En fait, nous, tu vois, on sait ce que c'est, donc on explique, avec des mots compliqués, puis les gens, quand tu dis que tu es ergonome, ils pensent tout de suite à la souris ergonomique, et puis, «Tiens, est-ce que j'ai bien plié les genoux? Est-ce que je me tiens bien droit, sur mon siège?» Et puis après, c'est du blabla, ça leur parle pas. Donc j'ai dû pas mal, tester et réajuster la façon de présenter mon travail aussi, et je trouve que ce qui est assez finalement, assez parlant, c'est de dire que, en gros, moi, je suis un peu comme un enquêteur qu'on appelle souvent quand il y a des problèmes qui sont liés au travail, donc des gens qui sont blessés, enfin des douleurs, des accidents, et cetera. Et moi, je vais aller voir vraiment, aller mener ma petite enquête pour savoir qu'est-ce qui a fait qu'on en est arrivé là et qu'est-ce qu'on peut faire pour que ça aille mieux. Et puis, on appelle aussi cet enquêteur-là quand on a envie de transformer le travail et qu'on veut savoir, bah, comment on peut faire pour que ce soit fait, du mieux possible pour que les personnes, elles restent en santé et aussi qu'elles arrivent à être performantes dans leur travail. C'est super intéressant et quand on s'est appelé pour préparer un petit peu le podcast, tu m'as dit quelque chose que j'avais jamais tilté. C'est, souvent quand on parle de l'ergonomie, on pense tout le temps aux risques physiques, mais Ouais, qu'il y a aussi une part, liée aux risques psychosociaux dans l'ergonomie. ouais. Bah, en fait, c'est marrant parce que tu vois, hier, j'étais en formation, je donnais une formation, en EHPAD, auprès du personnel, voilà, sur les risques physiques justement, on m'avait appelé là-dessus, et je trouve quand même qu'on a encore, c'est très propre à notre société, à nos sociétés occidentales de considérer la santé de manière très cloisonnée et l'humain de Mmh. manière très cloisonnée. Santé physique, santé mentale, si, et ça, c'est un héritage, je veux dire, qui est issu d'un découpage, on va dire, disciplinaire. Il y avait, on étudiait le corps et puis on étudiait le fonctionnement enfin voilà, c'est assez découpé finalement. Alors que finalement, tout est lié. L'homme on n'est pas juste une tête, on n'est pas juste un corps. On s'engage pleinement dans son travail, on s'engage physiquement. Même si on fait un travail qu'on dit intellectuel, on mobilise toujours son corps pour le faire. Et inversement, même quand on fait un travail qui est dit physique, on engage toujours bah, ses valeurs, sa logique. Hem, Travailler, c'est pas juste bouger son corps pour réaliser des tâches, c'est, traiter, prélever de l'information, et cetera. Donc en fait, moi j'étudie vraiment, le travail dans son entièreté, que ce soit sur le plan physique, cognitif, prise d'information, mais aussi, ressenti, émotionnel, hem et psychologique, quoi. Merci beaucoup. Quand tu, as des clients, des gens qui viennent te voir pour la première fois, c'est quoi les 1res questions, les questions qui reviennent un peu tout le temps quand ils commencent à discuter avec toi de leurs problèmes? Bah, écoute, c'est assez varié.
Mais je dirais qu'en fait, eux, ce qu'ils veulent, c'est ce qu'ils attendent, c'est une réponse un peu, bah, tout de suite matérielle. Mmh. Donc ça va être, bah, qu'est-ce qu'il nous faut comme matériel, pour réduire les douleurs? Ou, comment est-ce qu'il faut qu'on se positionne pour, plus avoir mal? Et là, en fait, je vais un peu les décevoir parce que je vais pas leur dire comment se positionner et par contre, je vais leur dire peut-être qu'il y aura du matériel à acheter, mais peut-être pas. Peut-être que ce sera juste des ajustements à la marge, de l'organisation du travail à modifier et voilà, c'est souvent les premières choses qu'on me demande, c'est: «Qu'est-ce qu'il faut que j'achète comme matériel?» C'est un réflexe très humain, hein, d'avoir, problème-solution. J'ai un problème, donc je veux une Mmh, solution et c'est pareil, en prévention des risques, hein, il y a un problème, donc on va mmh. mettre des EPI parce que, c'est facile à mettre en place plutôt que de questionner, Ouais, l'organisation de qu'est-ce qui a mis en place le problème, quoi. ouais. Oui, oui, c'est sûr. Bah, je pense que tu dois le voir aussi toi, quand tu interviens en entreprise, mais c'est vrai que problème physique, on se dit solution technique, ça c'est systématique. J'ai mal au dos, je vais mettre un exosquelette, je te dis n'importe quoi, mais en fait, on a en même temps, c'est normal, on a un problème, on veut tout de suite trouver une solution et la solution qui nous paraît le plus logique, souvent, ça va être d'acheter du matériel. Le problème, c'est que quand on n'a pas fait d'études avant, pour être sûr que un, le matériel, ce soit une bonne solution, 2, que si on achète du matériel, ce soit le bon matériel mis en place de la bonne manière, en fait, on va se retrouver avec des dépenses inutiles qui vont pas être, utilisées, par les opérateurs et donc ça dissuade aussi les entreprises de faire des choses derrière, donc c'est dommage. Donc finalement, le coût qu'ils vont mettre dans l'étude amont, ils vont pas le c'est un coût qu'ils vont comment dire? Qu'ils vont pas mettre Économiser? dans les erreurs de conception, tu vois ce que je veux dire? Mmh. Je Parce que vois plus tu attends et plus corriger, c'est compliqué et ça coûte cher. je vois carrément ce que tu veux dire et ça fait partie des choses que je dis aussi en formation. La prévention des risques, plus tu la fais tard, plus ça va te coûter cher. Mais si Mmh, dans la conception d'un bâtiment, tu penses déjà à, je sais pas, mettre en place des capteurs pour vérifier qu'il n'y a pas un problème, bah, ça va te coûter l'installation du capteur au montage et c'est peut-être des cacahuètes à payer. Par contre, une fois que le bâtiment est construit et déjà utilisé, que tu vas devoir réinstaller des capteurs, refaire passer des câbles et tout ça, là, ça va mmh, te coûter des coûts excessifs. Et c'est ça un peu le problème mmh, parfois, c'est qu'on a l'impression que la prévention, elle coûte trop cher. Alors déjà, c'est parce mmh. qu'on oublie ce qu'elle nous permet d'éviter de payer, mais c'est aussi parce qu'elle arrive parfois beaucoup trop tard. Et Mmh, des préventions qui sont juste payées matérielles, bah, c'est dommage parce qu'il y a peut-être d'autres choses qu'on pouvait mettre en place qui auraient mmh. soit coûté moins cher si ça avait été mis en place avant. Et souvent, dans la conception, on a des gens qui sont très design, très beaux, très esthétiques, mais on met Ouais. rarement des préventeurs dans les conceptions et parfois on se retrouve avec des très beaux bâtiments, mais qui sont pas viables ou pas exploitables parce que ça a pas de sens. Je me rappelle être intervenu dans une association qui travaillait sur des dialyses. Donc, Mmh. c'est des personnes qui sont soignées, qui sont allongées sur un lit pendant qu'on filtre, je crois que c'est leur sang. Enfin, je ne maîtrise pas le Ouais. process, mais en gros, voilà, Oui. c'est des choses assez lourdes qui viennent régulièrement. Et en fait, ils avaient fait une pièce, mais une fois qu'on avait mis le lit dans la pièce, on ne pouvait plus fermer la porte. Ah oui. Et il y avait un Ouais, endroit où ils avaient fait une pièce de quarantaine au cas où qu'il y ait des patients qui aient besoin de soins. Mais en mmh, fait, la pièce en quarantaine, pour y entrer, il fallait entrer dans une chambre où tu avais trois lits. Et il y a oui. plein de petites choses qui n'avaient pas de sens à la conception parce qu'on s'est juste dit, oh, il faut faire ça, ok, on a besoin de ça, ok, on le fait. Mais il n'y a pas eu de Mmh, réflexion plus globale de comment est-ce qu'on va mmh, vraiment éviter ces risques et puis comment on va mmh. permettre à nos intervenants, nos travailleurs de travailler dans les meilleures conditions possibles. Ouais, mais je pense qu'en fait, là, tu vois, c'est intéressant ce que tu dis et ça, c'est quelque chose que je retrouve assez régulièrement dans la conception, que ce soit des bâtiments ou même la mise en place de solutions qui, finalement, en situation, sont juste pas utilisables.
Mmh. donc pas utilisé. C'est que je trouve qu'on a et je pense que c'est assez lié aussi au mode de à l'éducation, à la culture qu'on a du management en France, c'est-à-dire qu'on a un peu une dissociation entre une séparation nette entre ceux qui pensent et ceux qui exécutent. Ceux qui décident, ceux qui font et ceux qui décident, en fait, ils ont une vision, une perception de la réalité de ce qui se passe, enfin du travail qui n'est pas la même, qui est parfois en décalage avec la réalité du terrain. Et donc on va se baser sur du prescrit. Les concepteurs vont se baser sur du prescrit, donc ils vont prendre des fiches de poste, des procédures, des process, voilà, une liste de matériel, établi, qui figure, dans, les gammes, de montage ou dans les voilà. Donc tout est très normé. On part du principe que ça se passe comme ça le travail et que tout se passe toujours un peu en mode nominal, tu vois? Sauf que dans la vraie vie, il y a toujours, un écart entre le prescrit et le réel, qui peut être plus ou moins important selon si le prescrit, il a été, quand même adapté à la réalité du travail Mmh. et hem et donc voilà, je pense que ça, en fait, le fait de séparer le ceux qui décident de ceux qui font, pour moi, c'est vraiment une erreur fondamentale de conception et c'est ça qu'on essaye de faire en tant qu'ergonome, c'est de la conception, ce qu'on appelle la conception centrée sur les usages. C'est de prendre en compte quels vont être les usages des espaces, comment les espaces vont être utilisés, qu'est-ce qui va se passer à l'intérieur, concrètement comment ça se passe aujourd'hui, comment ça va se passer demain, pour que ce soit au plus près de ce qui peut se passer, dans la réalité et heu et ça, la conception, on a encore du mal, nous, les ergonomes, à être rappelés dessus. Je suis contente parce que là, je me fais de plus en plus appeler sur des projets de conception architecturale et c'est un bon signe pour moi parce que ça veut dire que on comprend de plus en plus aussi l'importance de, de considérer l'activité humaine et les usages dans la conception. Pour la prévention, mais aussi pour la performance, tu vois? Et de toute façon, les 2 sont liés, hein, et on Mmh, peut être très orienté prévention, pour l'aspect humain, mais on peut aussi être très orienté prévention pour l'aspect performance et la finalité reste mmh, la même, hein. Des humains en bonne santé seront toujours, plus mmh. heureux, plus épanouis et plus efficaces donc c'est, Ouais, il c'est faut ça. s'allier sur ces thématiques-là plutôt que de se diviser. Il y a pas de souci par rapport à ça. Il y Mais a tu vois, je trouve je me rebondis là-dessus parce que c'est vrai qu'on m'a parfois, on a pu me reprocher de parler beaucoup de performance. C'est vrai que je parle, quand je fais des interventions, je m'intéresse aussi beaucoup à la performance. Parce que moi, ce que je veux, c'est que l'entreprise, elle perdure. Sans entreprise, il y a pas de boulot. Sans travailleurs, il y a pas d'entreprise. Donc en fait, l'un, comme tu dis, l'un ne va pas sans l'autre. Et parfois, on se dit, bah, quand on parle de prévention, de santé au travail, la performance, c'est un peu un gros mot. Mais j'ai envie de dire, pas du tout. C'est au contraire, personne ne peut se satisfaire d'un travail qui n'est pas qualitatif, je pense, en tout cas, sur la durée. Et je te vois sourire, ça je t'évoque des choses? je vais te dire quelque chose après, mais oui, D'accord, OK. je te laisse finir ta Et phrase, je je vais pas pense te que couper, c'est intéressant ce que tu dis. ouais, en tout cas, je pense que voilà, on a tous envie de faire quand même un travail qu'on juge, bon et puis, de toute façon, il faut que l'entreprise économiquement, elle s'y retrouve pour qu'on puisse préserver les emplois et donc il faut que qu'on allie les questions de performance systématiquement aux questions et aux enjeux de prévention. Absolument d'accord avec toi. Je rigolais parce qu'en fait, c'est une phrase que j'utilise souvent en formation. Qu'est-ce que c'est bien travailler? Et bien travailler, c'est faire ce qu'on nous a demandé, donc la qualité, sans se blesser, donc la prévention. Et en fait, bah, tous ces métiers-là, dans un monde parfait où tous les travailleurs seraient des travailleurs parfaits et tout le monde les mêmes, ça n'aurait même pas de sens puisque bah, ça serait la définition même du travail. Je travaille bien, donc en fait, je fais bien ce qu'on m'a demandé et je le fais de façon à pas blesser ou à blesser personne.
Mais le monde réel dans lequel on vit, c'est un monde où on n'est pas tous parfaits, pas tous les mêmes, on est tous différents. Il y a une image que j'aime beaucoup, je crois que c'est l'INRS qui avait repris un peu. C'est, tu vois le dessin de Léonard de Vinci, L'homme de Vitruve, qu'on voit sur Ouais, des pièces ouais, ouais, ouais. italiennes, je crois que c'est 1 euro, je suis pas sûr, mais je Mmh. crois que c'est cela. Et ben, ils ont refait la même, mais en fait, ils ont changé l'homme. Donc, tu as une partie, c'est un homme, une partie, c'est une femme. Puis, il y en a un, tu vois, sur sa jambe, il a une attelle. Et puis, en fait, tu te rends compte que on a tous des morphologies qui sont différentes, des tailles qui sont différentes, des expériences qui sont différentes, de l'âge, de la fatigue. Et puis, au cours de la journée, tout ça, ça évolue. Ce qui fait que bah, notre travail bien fait, théoriquement parfait, bah, il sera jamais bien fait théoriquement parce que on va tellement changer d'un individu à l'autre et même nous-mêmes dans notre individualité au cours de la journée qu'il y a forcément des moments où on va devoir faire des choix, des décisions qui vont influencer comment on va travailler et tout ça, ça va avoir un impact derrière sur le travail, sur l'entreprise, sur l'efficacité de notre travail, sur notre sécurité et Ouais. parfois sur des accidents. Mmh. Et j'ai envie même de compléter ce que tu dis, c'est que du bon travail, ça va pas forcément dire on va pas mettre la même chose, toi et moi, derrière ce que c'est qu'un bon travail. Typiquement, je te prends un exemple, d'une intervention que j'ai faite, d'une expertise, RPS, il y a pas si longtemps sur, dans dans le secteur de l'aide sociale à l'enfance où, il y avait des différences vraiment de perception de la qualité entre entre des éducateurs spécialisés. Pour eux, la posture et la posture de l'éducateur spécialisé n'était pas la même. Ils ne se fixaient pas les mêmes objectifs pour atteindre un travail de qualité. Mhm. Et ça, c'est intéressant parce que, c'est normal d'avoir des différences de point de vue sur la qualité, les critères de qualité du travail. L'important, c'est de pouvoir, justement, les exprimer ces différences-là et pouvoir aussi construire des règles communes dans la mesure du possible. Tu parlais des objectifs, fixés par l'organisation. Il y a à la fois les objectifs fixés par l'organisation, ça c'est ce qu'on appelle le prescrit, et puis il y a aussi les objectifs que les personnes se fixent elles-mêmes, qui sont en lien avec, bah, comme tu dis, la diversité des parcours, leur sensibilité, leurs valeurs. Par exemple, on va pas avoir le même sens de la propreté entre 2 femmes, 2 agents de nettoyage, Mhm. tu vois? Il y en a qui vont passer plus de temps sur certaines choses, il y en a pour qui, l'harmonie, ça va être plus important, d'autres pour qui enfin voilà. Donc c'est assez dépendant aussi d'une personne à une autre et tu parlais aussi des dilemmes. Les dilemmes, dans le travail, on en a très fréquemment, hein, les dilemmes de, bah, j'aimerais bien faire, tel c'est ce que j'imagine que tu faisais référence à la qualité empêchée ou en tout cas au travail empêché, c'est-à-dire, j'ai envie de faire un travail d'une certaine qualité ou en tout cas que j'estime qualitatif s'il remplit ces critères-là. Mais dans les faits, dans la réalité, je me dépatouille avec, les moyens que j'ai, physiques, individuels, mais aussi que l'organisation me donne et parfois je peux me retrouver, bah, à devoir choisir entre, est-ce que je fais un travail de qualité ou en tout cas que j'estime de qualité? Ou est-ce que, j'atteins les objectifs, heu, au détriment de ma santé? Enfin voilà. Ou parfois, je sais que je pourrais pas faire la qualité si je dois faire le volume qui est demandé dans la journée Ouais, c'est ça. et Mmh. c'est des situations qui arrivent, malheureusement régulièrement, au travail et heu, on va même toucher un petit peu peut-être la partie, risques psychosociaux dans cette thématique-là parce que c'est là où, la charge de travail, peut parfois créer une dissonance entre, bah, ta valeur de: «Pour moi, je dois faire ça pour bien faire les choses». Mmh. Mais je peux pas le faire parce que sinon j'ai pas la possibilité de faire tout ce que je dois faire et derrière, bah, je me dispute avec mon chef parce que j'ai pas atteint mon objectif et ça crée de Mmh. la souffrance dans l'entreprise. Ouais et ça, c'est cette dissonance, ces dilemmes, on va dire professionnels, c'est, très lié à la dimension temporelle du travail, au fait de manquer de temps. J'ai l'impression que systématiquement dans les interventions que je fais, la question du temps alloué pour faire des tâches, elle rentre en contradiction avec les exigences de qualité. Mmh.
Ça et la formation aussi, souvent. Le fait de pas je pense que sur certains postes et pour moi, ça, c'est lié aussi à une méconnaissance des exigences réelles du travail, de la réalité du travail. Qu'est-ce que tu veux dire par ça? Bah, par exemple, si je prends en EHPAD, tu vois, en EHPAD, tu as, tes plannings, qui sont, bien rodés avec, là, on distribue, les petits déjeuners, ensuite c'est les toilettes, hem, à 11 heures, on commence les transferts en salle, il y a le déjeuner et cetera et cetera. Donc tu as un planning, ce qui est normal. Il faut avoir du prescrit, sinon c'est le bazar. Sauf qu'en fait, on estime que, on va se dire: «Bon, bah, lui, il a un GIR, donc un niveau de dépendance, d'autonomie, qui est de temps. Alors, on va estimer la charge de travail selon, en fait, des critères et puis on va dire: "Bon, bah, écoute, je vais mettre, X, résidents par aide-soignant". On va compter qu'une toilette, ça prend, je sais pas moi, je te dis n'importe quoi, 15 minutes et puis, ça, 15 minutes multiplié par X résidents et donc voilà, c'est bon, j'ai mon planning. Sauf que dans la réalité, en fait, selon le résident, que tu vas avoir, tu vas mettre plus ou moins de temps à lui faire sa toilette. Mmh. Parce que, bah, le jour où tu vas y aller, il sera peut-être pas de très bonne composition, il va pas forcément être très coopératif. Il va pas, tu vas devoir beaucoup négocier avec lui pour essayer de lui faire prendre sa douche. Et donc tout ça, c'est des temps de travail. Ça fait partie de l'activité de travail, ces temps de négociation, qui sont masqués, qui sont pas pris en compte dans l'évaluation des temps. Il y a pas suffisamment de marge, en fait. On compacte tellement, on fait du juste à temps, si bien qu'il y a plus de marge pour absorber les aléas qui sont inhérents à la réalité du travail, surtout quand on travaille avec des êtres humains. Mmh. C'est un peu l'inconvénient des nouvelles organisations du travail. Alors ça a des noms en qualité, je crois que c'est le Kanban, non? Je sais plus enfin il y a un process où en gros tous les trucs doivent arriver pile poil et pas de stock et tout est Ouais, en flux juste à tendu. temps, zéro stock. Ouais, c'est le lean. C'est ça et c'est génial dans la théorie et ça fonctionne très bien dans certains secteurs d'activité, mais Oui. parfois, bah, il y a pas la réalité du terrain parce que, bah, on a peut-être oublié que, effectivement enfin même dans une industrie, hein, peut-être que ça marche très bien, mais en fait tous les 10 cycles, il faut, arrêter la machine, pour que ça refroidisse et pas que ça colle. Enfin, tu vois, il y a des choses comme ça qui peuvent être Mmh. ajoutées et on s'en Ouais, rend c'est pas ça. compte parce qu'on va juste dire: «Mais ils sont nuls sur la ligne, ils sont toujours en retard». Mais en fait, ils sont Mmh. obligés de faire ça parce que s'ils le font pas, le moule surchauffe, la pièce elle sort déformée et derrière, bah, en fait, ils sont obligés de l'acheter et on a fait des beaux calculs théoriques pour faire gagner et optimiser à fond. Et en fait, ces Mmh. beaux calculs nous font pas gagner tant d'argent que ça. Enfin, bien sûr, Mmh. l'organisation, c'est bien, mais la surorganisation, je pense que parfois ça peut créer un peu de la souffrance au travail. On est sur un podcast dédié au CSE. Et du coup, je voulais me poser la question, voilà, je suis un élu du CSE. Dans quel cadre je pourrais t'amener à faire appel à un ergonome? Alors alors, je vais essayer d'être, concise là-dessus. Dans plusieurs cas de figure, en fait, l'ergonome, on peut faire appel à lui, donc en tant que CSE, hein, pour mener une enquête, on va dire, donc pas une ex l moi j'interviens dans le cadre d'expertise, mais avec un cabinet qui est spécialisé là-dedans. Mais on peut aussi faire appel à un ergonome hors expertise pour, pouvoir, faire une étude des situations de travail. Donc si j'identifie par exemple, ah bah là j'ai tel atelier où il y a quand même beaucoup d'accidents du travail, ou beaucoup de remontées de douleurs ou de souffrances aussi, au travail dans telle ou telle équipe ou sur des métiers spécifiques ou voilà, en tout cas il y a des problématiques, liées à la santé au travail. Ça peut être, l'occasion de faire en fait appel à un ergonome pour aller déterminer, faire un diagnostic de la situation de travail, apporter des éléments factuels, concrets, sur lesquels on va pouvoir s'appuyer pour pouvoir construire des solutions. Parce que la problématique souvent, c'est qu'on a, des remontées de symptômes, mais on ne sait pas vraiment les causes ou en tout cas on a des idées des causes, mais c'est pas objectivé.
Et pour que ça puisse être mobilisé, pour qu'on puisse vraiment trouver des solutions, il faut qu'on définisse bien le problème en amont. Donc Et ça, c'est la première chose, c'est pour résoudre un problème. Et puis, l'ergonome, on peut aussi faire appel à l'ergonome si on voit qu'il y a un projet de transformation qui va impacter le travail. Donc, des nouveaux espaces de travail, nouvelle organisation du travail et qu'on anticipe des effets potentiellement négatifs sur les conditions de travail des personnes. Et là, on se dit, bah, on a envie d'avoir un ergonome qui puisse accompagner ce projet de transformation-là sur la partie vraiment opérationnelle, activité de travail. et un exemple, peut-être si c'est débile, tu me le dis, hein, mais aujourd'hui, on parle beaucoup de l'intelligence artificielle. C'est quelque chose qui va impacter énormément les conditions de travail. Et donc, Oui. à ce titre-là, il y a des consultations que les entreprises doivent faire avec leur CSE concernant le déploiement de l'intelligence artificielle et de l'impact que ça aura sur le travail. Est-ce que dans le cadre de ce genre de projet, faire une étude ergonomique de déploiement de l'intelligence artificielle, ça fait sens pour, je sais pas, peut-être gérer, anticiper les risques psychosociaux liés à ça? Qu'est-ce que tu en penses, toi? Alors moi, je trouve que ça fait totalement sens. On est appelé, par exemple, tu vois, sur de l'automatisation, les projets de robotisation. Avec l'IA, c'est pareil. Mhm. Ce sont des transformations technologiques qui vont impacter le travail. Et donc, là où ça va être intéressant, c'est de voir actuellement comment est fait le travail sans l'IA et qu'est-ce que l'IA pourrait permettre de résoudre et dans quelle mesure on pourrait l'implémenter. Est-ce qu'il y a des choses qui, des tâches spécifiques sur lesquelles il y aurait une valeur ajoutée à intégrer de l'IA et quels sont les risques d'intégrer de l'IA par rapport à l'acceptabilité de la solution, par rapport à la richesse aussi des opérations et à la performance des opérations réalisées par les personnes. Donc, comme tout projet de transformation, en fait, c'est avoir un diagnostic et à partir de ce diagnostic, avoir une démarche prospective de se dire, bah ok, comment ça peut se passer demain avec l'IA? Et on simule. On peut simuler aussi des choses. On peut essayer d'anticiper au maximum pour ajuster le plus tôt possible. Peut-être qu'il va y avoir besoin de formation, peut-être que ça va être bien sur certaines tâches et pas sur d'autres. Voilà. Clairement. Est-ce qu'il y a une espèce de promesse? Qu'est-ce que ça va changer, l'intervention d'un ergonome chez nous? Comment tu expliquerais ça? Parce que là, tu es très concret et c'est génial, mais Mm. parfois on a besoin d'être un peu touché dans l'émotion pour, vouloir passer à Ouais. l'action et du coup, ça serait quoi la promesse que l'ergonome change, enfin, en tout cas le résultat après le passage, tu vois? Bah, en fait, ce qu'on apporte, c'est pas juste une intervention, on arrive, on part et puis c'est terminé. En fait, on apporte un vrai changement de façon de concevoir le travail. Et donc, qu'est-ce que ça apporte concrètement? Ça apporte bah, des transformations concrètes sur des améliorations concrètes des situations de travail et aussi une dynamique de conduite du changement et d'amélioration continue qui va perdurer. On essaye en tout cas le plus possible de faire perdurer au-delà de l'intervention. Avec une construction sociale de l'intervention, on va mobiliser les acteurs, que ça va être participatif, va y avoir des visions qui vont se croiser. Ça peut être parfois inconfortable, mais en fait, c'est très, très puissant parce que finalement, ça va permettre non seulement de mieux se comprendre, d'avoir une vision éclairée et partagée de ce qui se passe dans l'entreprise et de préparer aussi les équipes au changement parce qu'elles vont se l'approprier. Et une fois que vous êtes partis, ils sont capables de gérer tout seuls le projet, c'est ça aussi l'enjeu derrière? Bah, en fait, ils vont avoir des réflexes qui vont être différents. Ils vont pas se poser les mêmes questions pour les prochaines fois. Ça veut pas dire qu'ils vont être forcément capables de faire une analyse d'activité approfondie parce que c'est un métier en soi, tu vois. Mais ça va être une façon de se poser face à un problème, des réflexes qu'ils vont avoir, qu'ils auraient peut-être pas eu dans le passé,
des questions qui vont se poser et qui va les aider à prendre du recul sur la situation, avant de se lancer, dans des achats, compulsifs, de de matériel. Et Hem, d'exosquelettes. voilà. Ouais, alors franchement les exosquelettes, je suis pas du tout contre, parce que tu vois, des fois ça peut être vraiment, vraiment bien, mais alors pas en première intention et puis comme tu le sais dans la prévention d'abord on supprime les causes, racines et puis, en dernière intention on va sur de l'individuel, les équipements de protection individuelle. Mais, parfois ça peut être quand même, ça peut être intéressant. Après faut voir comment c'est amené, sur quoi, Réfléchir au poste de travail et voilà. quel est le besoin. Mais J'ai ça été fait bien. Mmh. Vas-y, 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 je t'en prie. Non, non, tu disais tout à Je l'heure, les beaux trucs et cetera. C'est vrai que l'esthétique et l'apparence, ça compte dans la prévention. Je trouve que ça comment dire? Les entreprises font beaucoup de choses qui visuellement se sont très chouettes, mais sur le plan pratico-pratique, n'ont pas vraiment d'intérêt. j'ai eu l'occasion de tester des exosquelettes plutôt low-tech, pas de Mmh la robotique, tu vois, mais globalement, c'est des espèces d'élastiques qui te mettent dans des positions de repos que tu mh. n'aurais pas naturellement. Et c'est assez perturbant, mais c'est assez fascinant aussi de voir que bah, tu peux avoir une position de travail en temps normal qui devient une position de repos. Et bah, ça peut avoir un impact extrêmement intéressant. J'ai rencontré un gars qui s'appelle Perdel, je crois, enfin, en tout cas la marque, je crois que c'est ça. Oui, ouais, les perdelles. Et je trouve ça génial aussi. C'est tout bête, hein, c'est des morceaux de tissu avec des élastiques et des poulies qui permettent de limiter un. Enfin, c'est tout bête. Il fallait y penser. C'est génial, mais c'est pas un robot avec des cartes mères, des processeurs de fou, quoi. C'est juste, il y a un besoin. Voilà, on s'est rendu compte qu'on pouvait alléger cette posture avec ça. Et enfin, je trouve ça vraiment impressionnant, Ouais. même si c'est moins amusant que l'armure d'Iron Man. Mais dans 95% des situations de travail, je pense pas qu'on a besoin d'une armure robotisée pour pouvoir travailler en sécurité, quoi. Alors il y a 2 types d'exosquelettes. Il y a ce qu'on appelle il y a ce qu'on imagine, c'est plutôt les robotisés, c'est plus rare, qu'on utilise dans l'industrie, notamment dans certaines industries, mais c'est beaucoup plus rare les motorisés. On a les plus fréquents, c'est ceux avec, des, bah, comme tu disais, des sortes des pistons, des résistances qui vont faire que ça va, venir soulager certains membres dans l'exécution des tâches. Après, attention aussi parce que sur le moment, ça peut faire bizarre et on peut se dire: «Ah tiens, ça soulage», mais ce qu'il faut voir aussi, c'est sur la durée, tu vois? L'évaluation, elle doit être faite dans la durée parce que là où tu vas aller soulager certaines zones, tu vas peut-être aller en solliciter d'autres. Donc ça, c'est la première chose. Deuxième chose, tu parlais du pare-d'aile. Alors, moi, je j'ai jamais eu l'occasion d'implémenter ce genre d'exosquelette. En revanche, quand je vois l'exosquelette, la première chose qui me saute un petit peu aux yeux, alors je crois que je l'avais vu pour du personnel de caisse, La il me Monoprix, semble. il me semble qu'il Alors a je l'ai été. pas vu en vrai. Il Non, me j'ai semble vu qu'il des vidéos. est sur des Monoprix, notamment en région parisienne, en caisse, mais Ah oui, c'est peut-être ailleurs que ouais. tu l'as vu. Mmh. Alors c'est possible. Le seul truc, c'est que je me dis: quelle est tu vois, quand tu implémentes un outil où il y a plusieurs choses. Il y a l'utilité, comme je te disais, l'utilisabilité. Est-ce que mon outil, le système va être utilisable en situation? Mhm. Et l'acceptabilité aussi. Je me demande du point de vue de la relation entre l'agent de caisse et la personne, et le client. Comment la personne se sent, en fait, tu vois ce que je veux dire? D'avoir ce truc et ses bras qui voilà. Je me pose la question de l'expérience utilisateur sur ce type de Ah, dispositif qui est quand même assez imposant. il me semble que Fabrice fait tester les machines avant de les déployer Oui, et ça que du coup,
les agences de caisse, qui en tout cas sont une des cibles aujourd'hui de cet appareil, appréciaient énormément l'outil et qu'il avait trouvé aussi des aspects esthétiques qui étaient jolis, notamment sur des Mmh, recherches de bois, des choses comme ça, qui rendaient l'appareil beaucoup plus sympa à mmh, observer que d'avoir ouais, juste l'aspect un peu industriel, métallique, un peu mmh, dur mmh, de certains autres appareils qu'on pourrait trouver. ouais. Mais là, c'est les usagers qui, dans le temps, en fait, nous diront comment ils le vivent, comment ils l'utilisent, quoi. C'est ça et puis c'est vrai que, voilà, faut voir aussi avec l'alternance des tâches si c'est pas trop contraignant, tu vois? Si tu dois l'enfiler à chaque fois ou pas et Faudrait qu'on puis, aille faire une journée à non, Monoprix pour tester. bah, moi pas tester moi, mais voir comment faire des tests en situation avec les utilisateurs, ouais, ça Mhm. serait intéressant. Mais bon, je pense qu'on peut avoir des retours, hein, là-dessus, moi j'en ai pas personnellement, mais voilà. Rien contre les exosquelettes, juste vigilance à l'aspect un petit peu, waouh, l'effet un peu waouh qui peut, finalement, bah, amener à dépenser de l'argent dans des trucs qui sont pas utiles, quoi. Ok, très bien. J'aimerais voir avec toi des petits tips sur l'ergonomie. Voilà, je suis dans mon CSE. On aimerait bien faire trois gros trucs sur l'ergonomie. Qu'est-ce que tu nous encourages de vérifier, de checker dans notre entreprise pour nous assurer qu'on peut optimiser le travail ou l'améliorer en tout cas au sens large du terme. Qu'est-ce que tu entends par, 3 gros trucs en ergonomie? Trois conseils que tu donnes, que tu donnerais concrètement sur le terrain. Je peux te donner des exemples, mais ça risque d'être un peu bidon, donc je préférais que ça soit toi que ce soit toi qui les donne. Ça peut être dans l'analyse, ça peut être dans la praticité, dans les postures, enfin tout ce que tu jugerais Mmh, pertinent. ouais. Mmh. Alors pour l'instant, je vois 2 trucs déjà, je Et vais ben voir deux, si c'est j'arrive très à bien trouver. déjà. Déjà la première, faire un état des lieux de comment de où est-ce qu'on en est au niveau de la santé au travail, du bien-être, des travailleurs. Ça serait quoi la État des lieux, maturité on de peut l'entreprise en termes de prévention, c'est ça? non, ça peut être, voir si parce que on peut avoir des signaux, voir quels sont les signaux faibles et les signaux forts, là où éventuellement il y aurait des problèmes ou en tout cas, faudrait qu'on améliore la situation. Donc ça, on peut le faire en étudiant, bon, les chiffres, de l'entreprise, mais pas que, en faisant, hem, des en sondant en fait les travailleurs déjà, c'est la première chose. Écouter les travailleurs, sonder les travailleurs, aller voir objectivement s'il y a des postes qui sont plus à risque que d'autres ou, plus touchés que d'autres par des problématiques, santé et sécurité. Donc, les accidents du travail, le taux de turnover, voir aussi, avec la médecine du travail, s'il y a des inaptitudes, plus marquées sur certains postes, voilà, donc déjà faire un premier état des lieux parce que c'est vrai qu'on a pas mal de choses, de documents différents. On a le bilan social, on a le document unique, on a tout un tas de données qu'on ne va pas forcément croiser pour, essayer d'identifier des Les points de secteurs. vigilance. Ok. Ouais, voilà, c'est ça. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, en tant que CSE, moi, je trouve que c'est intéressant de former les membres du CSE, et pas que d'ailleurs, de la direction, du management, à l'approche ergonomique des situations de travail. Pourquoi? Parce que je pense que c'est intéressant déjà d'avoir une grille de lecture commune de ce que ça veut dire travailler, ce que c'est que le travail réel versus travail prescrit déjà. Mhm. Et puis parce que pour moi, les membres du CSE, ils ont un vrai rôle à jouer dans la, comment dire, la retranscription de ce qui se passe sur le terrain. Et ayant lu un certain nombre de rapports CSE, c'est vrai qu'on remonte pas mal les symptômes.
tu vois? Mmh. Mais le problème, c'est qu'une fois que c'est porté à la connaissance de la direction ne sait pas vraiment concrètement quoi en faire. Et donc, plutôt que, vu qu'elle, on va dire un peu en dépit, enfin, par manque de solution, bah, ça ferme en fait la communication avec le terrain, avec les CSE. Alors, je me permets de rebondir sur ça, mais les CSE sont formés à la prévention des risques et dans le Mm. programme de la formation, alors c'est peut-être pas orienté, ergonomie au sens où tu l'entends, mais il y a aussi les questions de travail réel, travail prescrit, de chercher des mesures de prévention. On va jusqu'à l'arbre des causes, mais comme je le dis tout le temps, montrer un problème, ça sert à rien si on n'a pas Mm. proposé des solutions. C'est ça. Et ça fait partie du programme de la formation santé et sécurité de faire cette recherche de prévention, de mesures de prévention. Et je rajouterais même qu'on forme des sauveteurs secouristes du travail. Ils sont normalement sensibilisés à ce qu'on appelle le mécanisme d'apparition du dommage. Et le Mm. but de ces outils, c'est pas juste de dire il y a un problème, c'est de dire ok, on a trouvé ce problème, mais pour éviter ce problème, on peut faire ça, ça, ça. Et donc, ça fait partie des choses qui existent déjà dans les entreprises, mais qui souvent ne sont pas utilisées comme elles pourraient l'être, parce que c'est beaucoup plus confortable de juste dire il y a un problème et puis débrouillez-vous. Tu penses que c'est ça qui fait que... Non, c'est le moi cynique qui dit ça. Il y a plein de paramètres à prendre en compte, la charge de travail, Mm. la confiance Bien sûr. des élus dans la prévention, dans la Exact. direction, dans le dialogue social. Le- Comment est-ce que les précédentes recommandations ont été écoutées ou pas? Enfin, et c'est Mm. pas Il y a juste, beaucoup de pression aussi. Ouais, c'est compliqué hein, le rôle d'élu. Enfin, tu le sais mieux que moi parce que moi, c'est pas des. Je travaille avec les élus, mais de manière, voilà, pas systématique, on va dire. Pas forcément appelé par les élus, mais c'est vrai que je pense que c'est un rôle qui est pas facile à tenir. Et le poids des CSE, enfin des élus, a quand même été pas mal dilué au fil du temps. oui, mais peut-être Donc, aussi que parfois, ce que je dis là, ce manque de courage ou ce manque de volonté de faire les choses, c'est pas un état permanent de l'élu. C'est peut-être juste qu'à ce moment-là, ils pouvaient pas, tu vois? Et il y en a d'autres, mm, qui, s'y intéressent pas parce qu'en fait, ils sont au CSE, mais en fait, ils sont venus au CSE parce qu'ils voulaient, vendre des parfums, parce qu'ils voulaient organiser des voyages à Disney et ils ont découvert toute la partie santé sécurité au travail en se disant: «Mais non, en fait, moi, j'ai pas envie de travailler sur ça, c'est trop sérieux par rapport à mm, l'investissement que j'ai besoin de faire». Pourtant, c'est mm. là où c'est le plus important parce que il vaut mieux travailler dans des bonnes conditions et continuer à travailler, à garder son emploi, que de partir à Disney et le lendemain avoir un accident de travail et puis pouvoir travailler pendant plusieurs années, quoi. Ouais. Et c'est difficile de parler du travail, hein, parce que finalement, ça touche beaucoup l'ego des gens aussi, hein. Moi, je pensais pas que ce serait aussi difficile de parler du travail, tu vois. Avant de commencer ce métier, quand j'ai les premières interventions que j'ai faites, alors après j'étais novice, hein, mais les premières interventions que j'ai faites, je me suis quand même heurtée à des grosses résistances parce qu'aller aborder le fond des choses, ça Plus le changement, dérange. Comment? plus la résistance au changement, j'imagine en plus, parce que tu Non, amènes non, parfois des questionnements sur faire autrement, non? ouais, il y a la résistance au changement, je dirais plus la résistance au réel, quoi. Hmm. C'est-à-dire pas vouloir voir que les choses se passent de telle manière. Tu sais, c'est pas ne pas arriver à se dire, ok, bah, on s'est peut-être trompé, on peut peut-être faire autrement. Derrière, bah, il y a des décisions qui ont été prises par des personnes qui pensaient aussi bien faire, hein, je veux dire, faisaient avec aussi les connaissances qu'elles avaient et les objectifs qui leur étaient attribués. Il faut pas oublier que les décideurs, ce sont des travailleurs comme les autres. Mhm. Et, euh, et donc, euh, et donc voilà, après, on va aller peut-être remettre en cause leur travail. Et ça peut heurter aussi, ça peut heurter leur ego et ça peut faire peur aussi parce que peur de ne pas être légitime,
d'être démasqué, voilà, de perdre son job. Donc on s'accroche aussi à des, comment dire, à des idées on refuse de voir en fait la réalité de ce qui se passe. Ça me fait penser à une chef d'atelier qui fermait les yeux, elle faisait comme ça quand elle passait devant une situation dangereuse. Je la voyais passer dans l'atelier comme ça. C'est pour elle, c'était parce qu'en fait, elle se sentait tellement, elle savait tellement Dépassé. pas quoi faire. Hmm. Elle se sentait complètement dépassée. Elle savait pas quoi faire. Et pour elle, c'était hors de question que je la mette face à cette situation-là. Elle ne voulait pas voir ce qui se passait. Et voilà, c'était une façon à elle de se protéger. Mais bon, voilà, donc il y a des façons aussi d'amener les choses. Et je pense que c'est délicat du coup. Et c'est vrai, quand on est parachuté au rôle d'élu, on a quand même voilà, on a quand même des sujets qui sont difficiles parfois à aborder. Et ça nécessite des compétences et aussi un vrai dialogue, une compréhension de l'autre et une volonté de le comprendre. Et, euh, et voilà, je pense qu'il y a trop, des fois, une séparation entre la direction et les élus. Enfin, c'est dommage, quoi. Oui, il y a trop de... Enfin, diviser pour mieux régner dans l'entreprise, c'est parfois encore beaucoup trop populaire comme méthode, alors que tout le monde y Mm, perd. c'est ça. Avant de terminer notre podcast, j'aimerais bien savoir si tu avais une ressource documentaire à nous conseiller sur ces thématiques de santé sécurité au travail, quelque chose qu'on peut trouver sûrement sur Internet et qui nourrirait nos connaissances sur l'ergonomie au sens large, sur la prévention des risques, enfin un truc que tu as envie de partager, quoi. Ouais. Alors, il y a des vidéos que je trouve très bien faites, mais alors, je me souviens plus exactement du nom. Qui ont été faites, je crois, heu, conception. Excuse-moi, du coup, je suis un peu, j'ai pas forcément ah voilà, c'est Sinov. Sinov, c'est, le syndicat des ergonomes qui a créé des vidéos qui sont très chouettes, des toutes petites vidéos pour expliquer, comment ça marche, une intervention, en ergonomie sur certains sujets. Donc sur des sujets de conception, sur des sujets, d'amélioration des conditions de travail, voilà, donc c'est assez bien fait. Et ça dure pas longtemps, donc moi je les utilise aussi assez régulièrement pour pouvoir montrer ce que je fais, expliquer ce que je fais. Eh ben excellent. J'essaierai de mettre un lien dans la description si j'y pense, si je les Ouais, trouve. Si tu veux super. m'envoyer des liens YouTube que tu as, n'hésite pas, comme ça Ouais, je sera... t'enverrai ça, Je pas de mettrai les problème. vidéos les plus pertinentes que tu nous conseilleras. Euh, Avant de terminer, comment est-ce qu'on peut te suivre? Où est-ce qu'on peut te retrouver? Qu'est-ce qu'on peut... Voilà, on a envie de travailler avec toi, Mathilde, comment on fait? Alors, je suis sur LinkedIn, hein, comme beaucoup de personnes. Mathilde Martins-Raverin sur LinkedIn. Et puis j'ai mon site internet humain-et-travail.fr. Voilà, donc on peut me contacter, il y a mon mail, dessus, mathilde@humain-et-travail.fr et c'est à peu près tout. Et on peut me retrouver aussi à certains événements parce que, j'ai aussi, une association avec, un un autre préventeur, en santé sécurité. On a une association qui s'appelle Prévention Jeunesse France, qui vise à communiquer autour de la santé et sécurité au travail auprès des jeunes, donc les futurs travailleurs, hein, c'est eux qui vont décider, concevoir, mettre les pieds dans l'entreprise demain. Donc c'est un projet qui nous tient à cœur. Et puis on organise aussi des événements sur Compiègne, pour l'instant, principalement, bah, uniquement même. Et donc on va faire un salon santé-sécurité au travail sur la thématique de la prévention de la désinsertion professionnelle le 17 avril à Compiègne, à l'hôtel Mercure, donc très bientôt. Et donc on pourra se voir là-bas aussi si vous voulez. C'est ouvert à tout le monde? C'est ouvert à tout le monde, c'est gratuit, comme tous nos événements. Tous nos événements sont gratuits et puis on peut, si on veut, soutenir l'association, mais en tout cas, c'est ouvert, donc tout le monde est bienvenu. Il y aura des conférences. euh,
des stands, voilà, donc ça va être, vraiment, très, très chouette. On a hâte. Eh ben, vivement avril alors pour en découvrir Ouais, plus sur cet événement. Merci écoute, je beaucoup. t'attends là-bas, Alexis. Je ne promets rien, mais en tout cas, j'ai réservé le créneau, donc à moins d'avoir un changement de dernière Super. minute, on devrait y être ce jour-là sur Compiègne. Est-ce qu'il y a autre chose que tu voudrais partager avec nous, un truc que tu avais noté, que tu dis ça c'est super intéressant, il faut absolument que j'en parle et notre conversation n'aura peut-être Oui, pas emmené ce sujet. Est-ce que tu veux lui en parler maintenant ouais. peut-être? Oui, alors il faut savoir que, il y a une subvention qui existe qui est pas très connue. C'est la subvention prévention des risques ergonomiques. Vous pouvez vous renseigner auprès de votre CARSAT. Moi, je suis, j'ai oublié de le préciser, mais je suis IPRP, intervenante en prévention des risques professionnels, donc habilitée par la DRETS, et aussi membre du réseau consultant CARSAT des Hauts-de-France. Et donc ça, je dis ça parce qu'en fait, ça ouvre la possibilité de faire financer 70% du diagnostic, de l'accompagnement de l'ergonome dans le cadre de cette subvention prévention des risques. Donc, toutes les entreprises qui cotisent au régime général, qui sont à jour de leur cotisation, peuvent peuvent bénéficier de cette subvention prévention des risques ergonomiques pour financer du matériel. Alors, le matériel, il y a un certain nombre de, de critères, enfin, c'est une liste spécifique de matériel, et aussi financer des actions des diagnostics ergonomiques. Si comment dire, l'ergonome est référencé par la CARSAT ou IPRP. Ok, donc ça s'appelle la subvention des préventions des risques ergonomiques, c'est ça? Subvention prévention des risques ergonomiques, ouais, tout à fait. Super. Je le note et Voilà. puis je le rappellerai comme ça en description super intéressant à savoir. Tu m'en avais parlé en plus, mais Ouais, mais c'est vrai que j'avais c'est pas très oublié. connu. Mm. Oui, oui, oui. Il y a pour les entreprises de moins de 200 salariés, c'est 75 000 € le plafond et 25 000 € pour les entreprises de plus de 200 salariés, sachant qu'on regarde, c'est par établissement. Les établissements de plus de Ok. c'est ça qui compte. Voilà. Eh ben, merci Écoute, beaucoup. merci Alexis, c'était super intéressant Eh ben, et merci à puis, toi d'être plaisir de prêté au jeu. poursuivre la conversation, en off avec toi, mais, merci beaucoup pour cette initiative de podcast, c'est super chouette. Eh ben, merci à toi. J'espère que tous ceux qui sont encore là à nous écouter auront apprécié en tout cas ce moment d'échange comme nous avons apprécié d'échanger l'un avec l'autre. Le SAV des CSE, c'est terminé pour aujourd'hui. Vous nous retrouverez la semaine prochaine sur toutes vos plateformes de podcast préférées et sur YouTube. Vous pouvez nous suivre également sur tous les réseaux sociaux que vous trouvez en bas de l'image, en bas de la vidéo si vous êtes sur YouTube. Sinon, sachez qu'on est sur LinkedIn, Facebook, YouTube, Instagram, Thread, TikTok, SAV des CSE, Dice Academy, Alexis Maes. Vous tapez ces mots-là, vous devriez retomber sur nous. On vous dit à très bientôt et ciao ciao ciao.